Bienvenue dans ce journal d'information alternative. Nous sommes le 25 octobre 2015, nous allons tout de suite faire une revue de l'actualité de cette semaine. Le 19 octobre, on apprend que l'ancien Premier ministre du Qatar, Hamad Ben Jassim, est accusé de torture. Premier ministre entre 2007 et 2013, il tente d'utiliser l'immunité diplomatique dont il bénéficie en Grande-Bretagne afin d'enrayer une affaire judiciaire qui l'accuse d'avoir torturé un citoyen britannique. La victime, Fawaz Al-Attiyah, de confession musulmane, accuse les agents du Qatar de l'avoir séquestré arbitrairement à Doha pendant 15 mois, et soumis à la torture. Ces agents ont réagi sous les ordres de l'ex-premier ministre. Niant les allégations, ce dernier s'apprêterait à faire jouer son immunité diplomatique pour contester la juridiction de la Cour de Londres, révèlent des documents judiciaires. L'affaire, entamée par la justice du Royaume-Uni, porte sur un conflit de propriété entre Jassim et Attiyah. Ce dernier possédait une terre qui lui avait été léguée par son arrière-grand-père, qui n'était autre que l'émir du Qatar. Selon la défense, HBJ lui aurait proposé de racheter la terre de 20 000 m², située à l'ouest de Doha. Malgré le refus d'Attiyah de vendre, l'ancien Premier ministre se serait emparé du bien. Il aurait ensuite fait subir aux Britanniques des harcèlements, des menaces, et l'aurait placé sous surveillance, expliquent ses avocats. Selon la même source, en 2009, Attiyah, qui résidait alors en Arabie Saoudite, aurait été emmené de force au Qatar, où il aurait été emprisonné dans différents centres de détention, et ce jusqu'en 2011. Pendant son séjour carcéral, il aurait été privé d'eau, de nourriture, et même de sommeil. Il fait état de longues périodes assis sur le carrelage froid menant à de sévères douleurs musculaires. Les charges contre le jeune homme auraient ensuite été abandonnées en janvier 2011, suite à quoi il a été libéré. Celui-ci vit maintenant paisiblement dans une ferme près de Londres, mais espère bien, par ce procès, obtenir une compensation financière pour la terre qu'il a perdue au Qatar. Le 21 octobre, la Russie déclare qu'elle effectue en moyenne 50 missions aériennes par jour. Bientôt ce nombre sera plus proche de 300, selon les informations parues dans le journal britannique, The Independent. Nous voyons par ces informations que la véritable guerre contre le terrorisme est menée par la Russie. Il y a de ça une semaine, des combattants de l'EI fuyaient la Syrie. Cette fois-ci la Russie ne fait pas semblant de faire la guerre contre le terrorisme. Il est évident que c'est la Russie qui vaincra l'État islamique. Le même jour, on apprend qu'un général israélien commandant l'EI est capturé en Irak. Ce commandant sioniste du nom de Yussi El-Shahak, d'après les renseignements fournis par l'US International Parliament et l'Europe en Department for Security and Information, est général de brigade de l'EI. Cela nous rappelle le général de brigade israélien tué dans la ville syrienne de Knetra, lors d'une réunion avec des dirigeants du groupe terroriste. Ce général a révélé le 22 octobre, la coalition entre l'EI et Israël. SNBU nous a confirmé que le général a avoué ceci pendant l'enquête. Il y a une forte coopération entre le Mossad et les hauts commandants militaires de l'EI. Les conseillers israéliens aident l'organisation en élaborant des plans stratégiques et militaires, et en les dirigeant dans le champ de bataille. L'organisation terroriste a aussi des conseillers militaires de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de la Jordanie. L'Arabie Saoudite a jusqu'ici fourni à l'EI 30 000 véhicules, tandis que la Jordanie a fourni 4 500 véhicules. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont livré des fonds pour couvrir les dépenses globales de l'État islamique. Le Parlement et le DESI confirment aussi la mort du chef ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, qui a reçu 2 balles, une dans la tête et l'autre à l'épaule dans un échange de feu. 2 de ses principaux collaborateurs ont été tués aussi. Nous croyons que la CIA et le Mossad sont derrière sa mort puisqu'il est devenu une marchandise inutile. Le rapport a conclu que le groupe terroriste de l'EI, récemment arrêté à Moscou, provenait de Syrie et d'Irak à travers l'Ukraine. Les auteurs avaient l'intention de mener des opérations subversives dans les chemins de fer et des stations de bus. Les poseurs de bombes sont de Tchétchénie, du Caucase, irakiens, syriens et de nationalité saoudien. L'Ukraine est devenue un foyer d'embrassement des activités terroristes en complicité avec les ennemis jurés de Poutine qui veulent briser la Russie pour se venger de son intervention militaire en Syrie. Le 21 octobre, nous apprenons que le site de lanceur d'alerte, Wikileaks est en possession du contenu de la boîte mail de John Brennan, le directeur de la CIA. Lundi, le New York Post écrivait qu'un étudiant américain était parvenu à pirater la messagerie privée de Brennan sur AOL ainsi qu'une messagerie du secrétaire à la sécurité intérieure, J. Johnson. Une information prise très au sérieux par le FBI et le Secret Service, qui ont rapidement ouvert une enquête. Le jeune hacker assure que la messagerie privée de John Brennan comporte des dossiers sensibles, mais selon CNN, la CIA ne pense pas que des informations secrètes aient pu être lues. Le 24 octobre, la fondation Kesh,
lance la production de générateurs d'énergie libre à plasma partout dans le monde. Il y a 2 ans M. Keshe avait donné sa technologie sur une clé USB à tous les gouvernements du monde. Taïwan a fait suivre. Mais qu'en est-il des autres? Cette fois, le 16 octobre 2015 à Rome, devant 30 ambassadeurs ainsi qu'un membre du Vatican, il a dit fermement: vous avez à partir de maintenant 10 jours pour donner cette technologie à votre peuple. Après cette date, je me verrai autorisé à le faire moi-même. Naturellement, les pays appartenant à l'OTAN et à l'UE ont boycotté la réunion de Rome. D'où la présence des ambassadeurs africains à la conférence de Rome. Durant la conférence, Keshe a évoqué plusieurs points. Après l'Italie, ce sont les Philippines qui ont commencé la production des générateurs à plasma. 3 à 4 autres pays, dont la Chine, vont également démarrer la production. Manille a déjà fabriqué 1 million d'unités qui vont être distribuées aux personnes qui ont commandé en 2011 à un prix assez élevé, autour de 5 000 € à cette époque, mais Keshe avait dit que cet argent allait servir à donner cette énergie à nos frères démunis. Ce qu'il fait en ce moment, car les Africains sont les premiers servis. 2 Africains ont été formés par M. Keshe et diffusent ce savoir dans leur pays. Connaissant les Africains, le tam-tam fonctionne bien et l'Afrique sera vite contaminée par cette technologie miraculeuse. Certaines régions d'Afrique n'ont pas du tout l'électricité, cette technologie leur permettra d'avoir de l'énergie gratuite. La Chine a déjà 3 centres qui fabriquent ces générateurs. Il dit qu'il est actuellement en négociation avec des Allemands et des Français pour mettre en place des usines de fabrication en Allemagne et en France. En Angleterre, c'est déjà en place. La livraison des commandes commencera en même temps pour le monde entier. Les plans du générateur ont été diffusés à toutes les fondations Keshe de par le monde. Tous ceux qui ont la possibilité de produire ces générateurs peuvent prendre contact avec la fondation Keshe. Nous avons besoin d'équipes de production, pas de personnes individuelles, qui peuvent être suivies, auditées et améliorées. À leur intention sont organisées des sessions professionnelles non publiques. La fondation Keshe est en train de créer et de fédérer un réseau de fondations Keshe, à travers le monde, qui travailleront à de nouvelles recherches et qui se partageront leurs travaux et leurs développements qui ne sont pas rendus publics pour des raisons de sécurité, car nous allons avoir une influence déterminante sur l'avenir de l'industrie pétrolière et du bien-être de la population de la planète. La fondation Keshe va créer une branche pour la production qui fera la coordination de toutes les unités de fabrication et de diffusion afin de nous assurer que toutes les commandes seront honorées. Au cas où la production italienne serait entravée pour une raison ou une autre, les Philippines seront capables de prendre le relais. C'est pour la même raison que nous nous assurerons que la technologie est comprise et partagée par de nombreuses équipes. Keshe y explique la stratégie de la fondation pour la distribution et la fabrication des réacteurs à plasma. Ce sont des sociétés privées évidemment, qui n'ont rien à voir avec les gouvernements. La fondation Keshe sera actionnaire à 51% dans ces sociétés pour être sûr qu'il n'y aura pas de rachat par d'autres sociétés spéculatives. Les sociétés devront donner un générateur aux pays africains pour un générateur vendu jusqu'à ce que tous les Africains en soient équipés. Bientôt l'Afrique sera un continent riche et libre. Ils l'ont bien mérité. Pour voir la vidéo de la conférence, j'ai mis le lien dans la description. S'il y a un endroit sur Terre où la science peut rejoindre la fiction, c'est bien à Genève. C'est là que se trouve le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, particulièrement connue pour son accélérateur de particules de 27 km creusé sous les Alpes, le fameux Grand Collisionneur de Hadron LHC. Le 24 octobre, on apprend que selon le journal anglais Daily Express, le CERN va débuter dès la semaine prochaine une nouvelle série de tests visant à révolutionner la science. Grâce à l'utilisation d'une quantité d'énergie phénoménale, leurs chercheurs vont tenter de créer ni plus ni moins que des mini-trous noirs. Le but? Prouver l'existence d'univers parallèles situés dans d'autres dimensions. Comment? Le postulat est relativement simple. Si un peu de gravité terrestre passe au travers de ces trous noirs, c'est que ces univers parallèles existent bel et bien. Cela confirmerait par la même occasion la théorie récente de la gravité arc-en-ciel, qui contredit celle du Big Bang. Pour y parvenir, le CERN va concentrer des quantités inimaginables d'énergie, entre 9,5 TeV, 1000 milliards d'électronvolts, qui devraient ouvrir 6 dimensions et 11,9 TeV, pour en ouvrir 10. Ce n'est pas la première fois que le CERN tente cette expérience. La dernière, avec l'utilisation de 5,3 TeV, n'a pas fonctionné, ce niveau d'énergie étant insuffisant. De quoi relancer les craintes de certains de voir ces trous noirs devenir ingérables par les scientifiques du CERN pour finalement grandir et absorber la planète entière, une fin du monde à laquelle ne croient pas les scientifiques concernés. Lors de la réalisation du LHC, ils se sont en effet réellement posé la question et ont répondu par la négative, les trous noirs créés sont aussi petits qu'ils s'évaporeront en quelques secondes avant d'avoir pu engloutir de la matière.
Le 24 octobre, nous apprenons que l'armée syrienne a abattu à Alep Abou Suleiman al-Mazri, le leader du groupe terroriste Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Encore une fois de plus, nous voyons que la coalition entre la Syrie et la Russie porte ses fruits. Ce journal d'information alternatif touche à sa fin, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre journal, mais en attendant, je vous souhaite une excellente semaine.